nouvelle vidéo et il s'agit de la première partie de mon bilan du Cold Winter Challenge que je pense diviser en 3 parce que j'ai au moins 16 livres il me semble, donc j'ai décidé qu'en 3 parties ce serait plus simple. On va tout de suite commencer avec un des livres que j'ai lu qui est Mon automne cosy de Caroline Millet, qu'elle a illustré et écrit elle-même. Je pense que c'est de l'auto-édité d'ailleurs. On le trouve uniquement sur sa boutique à certaines périodes de l'année. Ça allait, franchement, c'était vraiment la lecture à faire pour le Cold Winter Challenge. Dans ce petit livre, qui est le même principe que Mon automne cosy, que j'ai lu il y a quelques mois pour le Pumpkin Autumn Challenge, Caro va nous permettre de découvrir des fruits, des légumes de saison. Elle va nous permettre de découvrir des traditions. Par exemple, là il est divisé en plusieurs parties. Vous avez le Noël cosy, Noël gourmand, hiver gourmand, hiver cosy. Et là, par exemple, vous avez Yule, qui vous explique la fête de Yule, comment ça se passe, d'où ça vient. Après, voilà, là, elle vous montre des fleurs et feuillages d'hiver, avec des petits dessins pour apprendre à les reconnaître, ce qui peut être très bien autant pour les adultes que les enfants. Alors, toutes les pages ne vont pas pour les enfants, mais... qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? Là, vous avez du DIY, des pommes d'ambre. Elle vous explique comment les faire. La couronne de Noël, la guirlande. Après, vous avez sur la thématique de Noël et vous avez aussi sur la thématique hiver, tout simple. Là, vous avez les films de Noël qu'elle vous a sélectionnés, qu'elle aime bien regarder. Les dessins sont magnifiques. Pareil, les livres d'hiver qu'elle aime bien. Et vous pouvez faire votre liste de livres ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Tout simple, des recettes de cuisine comme la galette des rois, les gaufres. Franchement, c'est un petit livre super complet. Où est-ce que on trouve les fruits? Est-ce que je peux vous trouver les fruits et légumes de saison? Voilà par exemple les légumes et les fruits de saison aussi. C'est vraiment un petit ouvrage que je trouve très complet parce qu'on y retrouve vraiment tout sur la saison d'hiver et Noël en l'occurrence puisque c'est quand même une fête principale. Et c'est pour ça que moi personnellement je lui ai mis un 20 sur 20 parce que c'est vraiment un moment doudou. Et comme je vous dis, il y a autant des pages pour les adultes que pour les enfants. Alors, bonjour Electra! Voilà, donc c'est autant pour les enfants que les adultes je trouve parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors oui, c'est sûr que les films, il y a des films, c'est pas vraiment pour les enfants, quoique dans les films de Noël, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont accessibles aux enfants. Coucou Electra! Je ne sais pas si on te verra à la caméra, mais j'ai une petite compagnie. Donc, pour mon hiver cosy, un 20 sur 20, et ça, je l'avais mis dans le menu cocooning hivernal, dans la catégorie marron glacé pour feel good, gourmandise. Je trouvais qu'on était totalement dedans parce qu'il y a des recettes de cuisine. Pour moi, ça c'est du feel good. Ensuite, j'ai lu L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, qui est en fait la trilogie des frères O'Neill, ou Snow Crystal comme on peut l'appeler. C'est le tome 2. J'avais lu le premier tome pour le Challenge été glacé de Nina Quill. J'avais eu un énorme coup de cœur et je ne vais pas vous le cacher, ça a aussi été un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est un 20 sur 20. Dans cette trilogie, on suit en fait 3 frères qui sont originaires de la station de ski de Snow Crystal en Amérique. En fait, c'est la station Snow Crystal, c'est leur arrière-grand-père qui l'a montée et ça a été repris après par leur grand-père, par leur père et maintenant il y a un des jumeaux qui a repris le flambeau. Toute la famille s'affaire autour de cette station, mais dans ce tome, on va se pencher sur Shane, qui, lui, il aime les sports d'hiver, il aime la station. Par contre, il ne se voit pas y travailler, il ne se voit pas y vivre. Lui, il vibre littéralement pour la médecine. Plus précisément, il est chirurgien, il aime réparer les os quand les gens se cassent la figure en ski, c'est le cas de le dire, ou bien en voiture, etc. Et c'est d'ailleurs un très bon chirurgien. Ça fait depuis l'enfance qu'il sait ce qu'il veut faire, depuis qu'il a vu son frère se blesser assez grave, il a su qu'il voulait réparer les gens quand il faisait des chutes dans des accidents de sport ou ce genre de choses. Et donc, revenir à la station, il le fait de temps en temps, mais c'est très occasionnel. C'est à rebrousse. Il vient pas avec plaisir en fait. D'autant plus qu'il s'est disputé avec son grand-père après la mort de leur papa.
il y a un petit moment de ça, et ils n'ont jamais mis les choses à plat. De l'autre côté, nous avons Élise, qui est la chef cuisinière de la station, qui est arrivée il y a un petit moment avec le frère jumeau de Sean. C'est lui qui l'a recruté. Et entre Élise et Sean, il s'est passé quelque chose l'été d'avant. On l'apprend dans le premier tome, quand Élise sympathise avec Kayla. Voilà, elle lui dit, oui, j'ai eu une nuit très chaude avec Sean l'été passé, mais ça s'arrête là. Parce qu'Élise comme Sean, ils ne sont pas adeptes d'être en couple. Ils sont adeptes des coups d'un soir. Voilà, ça s'arrête là. Ils ne veulent pas plus. Sean, c'est parce qu'il sait que comme il est chirurgien et qu'il fait passer sa carrière avant, il ne veut pas faire en pâtir une femme de sa carrière. Il choisira toujours sa carrière avant. Donc il ne veut pas s'imposer. Voilà, il sait très bien que les femmes, elles veulent une relation sérieuse, etc. Donc lui, il cherche que des relations sans lendemain d'une soirée. Élise, c'est pareil. Et elle se plonge aussi, comme Sean, dans son travail, et où elle est très douée aussi. Mais elle le fait, comme on découvre au fil de l'histoire, parce qu'elle a un vécu qui l'a traumatisée à quelque part. Mais depuis quelques années, elle vit comme ça, c'est des coups d'un soir et sans plus. Sauf que là, Sean revient à la station en plein été, parce que son jumeau l'a appelé, car leur grand-père a fait un petit malaise cardiaque, on va dire. Donc les médecins ont fait plein d'analyses, ils l'ont gardé quelques jours à l'hôpital. Mais du coup, dès qu'il est rentré le jour même à l'hôpital, son jumeau l'a appelé en lui disant il faut que tu rentres parce que mamie ne comprend rien dans le jargon, maman elle ne comprend pas non plus, moi non plus j'y comprends rien. Vous avez votre façon de parler, vous les médecins on n'y comprend rien. Et puis ça ferait plaisir à papy de te voir et tout. Donc Sean il saute tout de suite dans sa belle voiture de sport, il rentre, il explique simplement les choses à sa famille, il reste pour quelques jours, même si son grand-père qui est toujours très fâché contre lui dit qu'il peut repartir, il n'a pas besoin de lui. Mais Sean va rester et il va aider Élise qui est en train de construire une sorte de café-restaurant un peu moins haut de gamme que le restaurant de la station, un peu plus convivial, un peu plus familial. Il y a le restaurant vraiment très haut de gamme et il y aura ça. Et du coup, c'était le grand-père qui l'aidait, entre autres. Maintenant, il est en arrêt maladie pendant quelques semaines, forcément. Donc Sean reste quelques jours et il va forcément se repasser des choses avec Élise, comme on s'en doute. Après, c'est une romance de Noël toute doudou, alors même s'il y a des traumatismes évoqués auprès d'Élise, à la fin, on se doute que ça finit bien. C'est justement ça qui me plaît, le fait que ça finisse bien. Encore une fois, j'ai dévoré ce tome, c'est pas pour rien que je l'ai mis à 20 sur 20. Il fait combien? 424 pages, c'est quand même pas mal. Je l'ai lu en 3 jours. Alors vous allez me dire, 3 jours c'est quand même beaucoup, mais il faut savoir que je lis toujours 3 ou 4 livres au minimum en même temps, et je fais des fois une lecture VO en plus. Donc j'estime que sur 3 jours, en ayant lu un VO en même temps, plus 2 autres livres à côté, c'est pas si mal que ça. Franchement, la plume de Sarah Morgan, elle est vraiment addictive pour moi. Je vois pas les pages se tourner, c'est agréable à lire, c'est fluide. C'est une lecture doudou par excellence pour moi. Je relirai cette saga, ça c'est une certitude. Ça fait partie de mes gros coups de cœur. Les 2 tomes, le premier comme le deuxième, j'ai même failli enchaîner avec le 3e. Et je me suis dit, tu as assez de livres pour ce challenge du Cold Winter Challenge, sans t'en rajouter. Mais franchement, si vous aimez, même si c'est en plein été, on a quand même l'ambiance de la station, mais en plein été. Mais c'est quand même là, le fait que c'est dans la montagne, on fait des activités d'été, par contre on va faire du vélo, mais on nous évoque la saison d'hiver qui va arriver. Ça reste une lecture avec des frères, avec une famille tout autour des frères. Donc ça reste vraiment une lecture doudou et agréable. Moi je passe toujours un bon moment, je peux que vous la conseiller. Et ce tome 2 est donc toujours dans la collection de chez Harlequin. Et je l'avais mis du coup dans le menu Magie de Noël, dans la sous-catégorie All I Want for Christmas, dont les mots-clés étaient amour, romance de Noël, tout simplement. Elle est prête et bien gentille, mais je ne vois pas mes notes sur mon cahier. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 1.1, La candeur de la rose, de Yelena, qui est un auto-édité. Regardez-moi ce bijou de livre. Il est absolument magnifique. Et même l'intérieur. Trop beau. Alors, dans cette histoire, on est dans un univers de fantasy complètement inventé. On a des humains. De l'autre côté, on a un autre peuple, le peuple de l'air. Et Niftil vient de ce peuple. Malheureusement, ça fait un moment que ça dure. Les humains et ce peuple ne peuvent pas se voir en peinture. Et il y a une guerre qui fait rage.
Diftil vit alors avec son petit frère et leur maman, leur papa étant décédé un petit peu avant ça, et un jour le village est envahi par les humains. Tout le monde est massacré, leur maman est massacrée. Diftil et son petit frère se cachent jusqu'à un moment donné où Diftil lui dit il faut qu'on sorte de là parce qu'ils vont finir par nous trouver. On ne peut pas partir tous les deux en même temps au même endroit parce que c'est trop risqué, on va se faire voir. Ils sont alors tous les deux des enfants, hein, il faut le dire. Donc son frère part d'un côté et elle part de l'autre. Ils doivent se retrouver à un endroit précis. Malheureusement, quand elle arrive à cet endroit, elle ne trouve pas son frère. Elle est apeurée, hein, ça reste une enfant, enfin même si elle est un peu plus grande que lui. Et elle est attirée par le son d'une cloche, donc elle va suivre ce son. Et elle va en fait franchir la frontière du territoire et atterrir chez les humains, devant l'église du village en question. Elle va rentrer dans l'église. Au début, le prêtre, le père, ne va pas très bien le prendre. Hein. Il va tout de suite lui dire qui t'es toi et tout ça. Il va la prendre pour une de son peuple, en effet, jusqu'à ce qu'une des nonnes de l'église lui dise regardez son front. C'est pas n'importe qui. En effet, dans le peuple de Diftil, ils ont des marques sur les bras qui viennent de leur dieu, qui viennent de leur peuple. Sauf que Diftil n'a pas ces marques sur les bras à la naissance. Elle a eu une marque, elle, sur le front. Et pour cette nonne, et par la suite pour le prêtre en question humain, quand il y a un symbole comme ça sur le front, ça veut dire qu'on est une divinité. Et en l'occurrence, une divinité précise dans le cas de Diftil. Quelle serait cette divinité ou sa fille? Mais en tout cas, elle est une divinité pour le prêtre et la nonne. Donc ils la prennent dans leur église, ils la cachent un peu aux yeux du monde. Elle doit pratiquement jamais sortir, ou très peu, ou alors elle se cache un petit peu avec une frange pour pas qu'on voie son motif, parce qu'elle est précieuse, qu'elle est voilà, une divinité et qu'il faut faire attention. Elle va grandir dans ce milieu, entourée uniquement d'un jeune homme qu'elle voit en douce, Astiran, qu'elle aime beaucoup, c'est son meilleur ami, jusqu'au jour où eh bien, son frère débarque en pleine nuit. Elle ne l'a pas vu depuis plusieurs années. Il est jeune adulte et elle aussi. Voilà, il lui dit Diftil, c'est moi. Elle le reconnaît tout de suite parce que voilà, le visage reste familier. Je t'ai cherché pendant des années, je ne savais pas où tu t'étais réfugié. Je t'ai trouvé il y a quelques jours. J'ai analysé la situation et il faut que tu partes avec moi parce que le prêtre, il n'a pas de bonnes intentions. En effet, il lui prouve en allant dans le bureau du prêtre que ce dernier est en contact avec le roi des humains qui fait donc la guerre au peuple de Diftil, et que ce roi est très intéressé par Diftil. On n'en sait pas vraiment plus, c'est assez flou, mais en lisant le texte, on sait en tout cas, et Diftil le comprend, il n'a pas des bonnes intentions envers elle. Donc elle s'enfuit avec lui, mais elle veut dire adieu à Astiran, et c'est là qu'Astiran finit par venir avec eux, parce qu'il ne veut pas quitter sa meilleure amie. On s'en doute, Astiran aime Yelena. Non, ça c'est le nom de l'autrice, pardon. Astiran aime Diftil. Voilà. Et donc les trois vont partir faire des quêtes pour aller jusqu'à une personne qui doit faire une prophétie quelque part, enfin qui doit parler avec Diftil de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire. Et ils vont faire plusieurs étapes, ils vont rencontrer d'autres personnages. Je ne veux pas trop vous en dire, mais on tourne autour des divinités. Ça oui, il y a une petite histoire d'amour, même si ce n'est pas le sujet central non plus. Il y a une histoire entre un frère et une sœur qui se retrouvent, qui doivent apprendre à se retrouver, tout simplement, après s'être séparés pendant des années. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, mais j'étais à peu près sûre que j'allais l'adorer. Je lui ai mis un 19 sur 20. J'ai juste laissé un petit point parce que je sais que quand on regarde sur les différents sites de notation, Knod et Livre Addict, c'est le tome qui est le moins bien noté sur les 4 tomes de cette saga. Donc j'ai laissé un petit point de marge en fait pour éventuellement pouvoir monter ma note pour le tome 2 ou pour le tome 1.2 ou le tome 2.1 ou 2.2 que je recevrai bientôt d'ailleurs. J'ai énormément apprécié la plume de Yelena. Je sais que ça peut poser problème à certaines personnes parce qu'elle a une plume très particulière dans ce récit. J'ai envie de dire, c'est un français un peu ancien, j'ai envie de dire. Il y a des centaines et des centaines d'années. Mais c'est justement ce que j'ai bien aimé, parce que c'est un récit, ça se passe comme j'ai dit dans un univers de fantasy, complètement inventé, et on n'est pas sur une ère moderne. On est clairement, je ne saurais pas vous situer vis-à-vis de notre Terre, à quel siècle ça se passe, mais on est plusieurs siècles en arrière. Et donc je trouve que le langage du livre, le français de ce livre, correspond bien avec l'époque de ce livre. Surtout que Diftil, en plus, elle a été élevée par des prêtres et des nonnes, donc forcément, elle a encore un langage un petit peu différent de son frère,
qui est beaucoup plus nature trash, pas trash, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette manière, ce langage soutenu. C'est vrai qu'il y a des fois des mots qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas et qu'il faut chercher dans le dictionnaire ou sur internet. Mais après, quand on lit la phrase d'avant, la phrase dans son complet, la phrase d'après, le sens du mot, des fois il vient tout seul en fait, c'est ça. Il y a des fois j'ai percuté le mot, je dis c'est quoi. Et après en lisant la phrase complète, on comprend le sens du mot. Mais c'est vrai que pour certains c'est une écriture particulière et je peux le comprendre. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. Je ne peux que conseiller d'essayer ce livre et de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, moi j'ai adoré, ça a été un très beau coup de cœur et je recommande vivement Yelena. Ce livre était dans le menu sorcellerie hivernale, dans la sous-catégorie Baba Yaga, qui était sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Je pense que femme de pouvoir et féminisme, on est totalement dessus. J'ai lu Les Entraves de l'hiver de Jenny Berger, j'espère que je le dis juste, qui est un one-shot de la maison Plume Blanche, sans être un one-shot. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura une suite, mais ce n'est pas vraiment une suite, qui va sortir ce printemps, qui sera sur la thématique du printemps. Ça se passe, voilà, on est sur des êtres, en l'occurrence, là, sur Jack Frost. Et on est donc sur des êtres qui sont au nombre de 4 et qui gèrent les saisons, chacun leur tour. En l'occurrence, là, on va traiter de Jack Frost, célèbre personnage de l'hiver. Il est devenu assez célèbre ces dernières années, surtout le mythe autour de lui. Et ça se passe en fait en France, cette histoire, même si Jack voyage dans le monde entier, hein, c'est un être des saisons, hein, mais il aime bien se balader, il aime bien aller en France. Donc on suit en fait Jack Frost, qui est l'incarnation de l'hiver. Chaque 1er décembre, si je me rappelle bien, je l'ai lu il y a quelques semaines, chaque 1er décembre, il est réveillé par l'entité supérieure qui les gouverne, et pendant 25 jours, il va arpenter le monde avec sa magie d'hiver. Il va surtout fabriquer dans sa grotte, son domaine, il va surtout fabriquer des orbes d'hiver. Et ces orbes seront en réserve pour toute l'année. Elles vont servir pour les différents hivers dans les différentes parties du monde. Parce qu'on n'a pas toujours le même hiver en même temps, hein. Chez nous, c'est à cette époque, mais des fois, l'hiver est plus intensif au Canada, dure plus longtemps, etc. Donc, il fabrique ces orbes en réserve et elles se mettent en place petit à petit au fil des mois, des jours. Et par contre, tous les 24 décembre, ou le 25, je ne sais plus, eh bien, Jack doit retourner en sommeil. Il me semble que c'est le 25, pendant tout le restant de l'année. L'entité, en tout cas pour ce qui est de Jack, il n'est réveillé que 25 jours par an. Il n'a pas vraiment d'origine, ou en tout cas, il ne nous le dit pas. Il a toujours été l'être d'hiver, tout simplement. Mais il a envie d'en changer. Ça fait des siècles qu'il est là, ça fait des siècles qu'il fait ça, et il aimerait bien que les choses changent. Il aimerait devenir humain, il ne veut plus faire ça. Il a tout pensé. Il a pensé à fabriquer des orbes en plus. Il a demandé aux étoiles qui lui ont indiqué tout un parcours à faire, une quête, avec différents objets à aller chercher afin de pouvoir devenir humain. Sauf que, en cours de route cette année, il va rencontrer une humaine, Mathilde, avec son petit bonnet rouge, une jeune femme qui est étudiante et qui travaille à côté de ça dans une maison de retraite. Il me semble que c'est ça, hein, une maison de retraite. Et en allant un jour regarder par la vitre de la maison de retraite, il voit Mathilde. Et un peu plus tard, elle le croise dans la rue, sauf qu'à ce moment-là, Jack était caché, parce qu'il a ce don de pouvoir se cacher aux êtres humains. Et elle le voit malgré tout. Et il se dit, mais pourquoi, voilà, les autres humains ne me voient pas, là je sais que mon don fonctionne, voilà, il le teste, les autres humains ne le voient pas, mais elle le voit. D'ailleurs, elle le prend pour un pervers parce qu'il regardait par les fenêtres de la maison de retraite. C'est pas qu'il est pervers, c'est juste qu'il est attiré par les humains, par les choses des humains et du coup par la maison de retraite, etc. Ça l'intrigue. C'est pas un pervers du tout. Mais elle le voit et ils vont commencer à discuter, ils vont commencer à sympathiser. Et bien sûr, on se doute qu'il va y avoir une petite romance aussi là-dessous. Je ne veux pas vous en dire plus. Je vous dirai juste qu'on est donc en France dans ce récit, plus précisément à Strasbourg, et on est du coup à la période de Noël. Donc forcément, il y a cette touche de magie. À un moment donné, nos deux tourtereaux vont aller dans le marché de Strasbourg avec toutes ces belles décorations de Noël. On est immergé dedans, on a l'impression d'y être. C'était vraiment une petite lecture doudou
Il n'est pas très grand en plus, il fait quoi? 240 pages à peu près. Donc ça se lit tout seul. Il est très joli d'ailleurs, encore une fois, le travail d'édition chez Plume Blanche est magnifique. Les menus, les têtes de chapitre sont très mignonnes aussi. Ça se lit tout seul. Voilà, moi j'ai trouvé La Plume de Jenny, je ne connaissais pas du tout cette autrice, j'ai trouvé très sympathique. J'ai beaucoup aimé sa plume et j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc sur le printemps, qui va sortir dans quelques semaines. Et ce livre, je lui ai donc mis un joli 17 sur 20. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que quand j'ai lu plusieurs livres d'hiver et de Noël cette année, il a bien fallu un petit peu... voilà, il y a différents niveaux, mais 17 pour moi ça reste une très très bonne lecture, attention. Hein. Et ça, je l'ai mis dans le menu marché dans la neige, sous le sous-menu pôle Nord, ce qui était froid, hiver, neige, pays froid. Ensuite, j'ai lu Sistra de Marine Stengel, première épreuve, toujours chez Plume Blanche. C'est un tome 1. Regardez cette belle couverture qui brille, je ne sais pas si vous verrez partout. Et alors là, on est sur de la dystopie et c'est ma vraie première dystopie, il faut le dire. Même s'il y a, comment on appelle, The Boone Saison qui en fait partie, mais là on est vraiment sur de la dystopie et c'était la première fois que j'en lisais. C'est pas un genre qui m'intéresse normalement. Tout ce qui est non plus Hunger Games, etc., ça ne m'intéresse pas non plus. Je dis ça parce qu'on est un petit peu, je pense, sur ce genre de livre. On est en effet, et ça en fait, franchement, je l'ai reçu dans ma Mystery Box des éditions Plume Blanche. Et si je ne l'avais pas reçu, je n'aurais pas pris ce livre. Donc je remercie Plume Blanche de me l'avoir mis parce que ça a été une très bonne lecture et je lui ai mis un 18 sur 20. Ça a été même un mini coup de cœur. 18 sur 20, moi j'estime que ça peut être un mini coup de cœur malgré tout. Et en effet, j'aurais regretté de ne pas l'avoir lu parce que j'ai passé un super bon moment. Franchement, la plume de Marine est addictive au possible. On ne voit pas les pages se tourner, on a envie d'en savoir plus. Les personnages, moi je les ai trouvés attachants. J'ai adoré Nell, c'est carrément mon personnage favori. On y suit en fait Kali et Kaya, qui sont deux sœurs. Et on est dans un futur lointain de notre Terre, et suite à ce qui se passe avec l'écologie actuelle, avec l'économie, tout quoi. La Terre, il fallait mettre une eau là, et chaque pays a choisi à sa manière de le faire. Et là, on est en France, en l'occurrence, où ils ont choisi d'instaurer la loi Sistra, qui est une loi qui autorise les parents à avoir un seul enfant. À partir du moment où tout d'un coup une famille a un deuxième enfant, après la naissance du deuxième enfant, on effectue des tests sur le premier pour savoir s'il ira à l'institut E ou F. Un des deux instituts, c'est un institut, comment vous dire ça, intellectuel. C'est là où va aller Kylie d'ailleurs, l'aînée, qui quand elles vont partir dans ces instituts, elles auront déjà quelques années. Elle étant la plus vieille, elle s'en rappelle plus que Kaya d'ailleurs. Et elle se rappelle un petit peu de leurs parents, de sa petite sœur. Kaya n'a aucun souvenir. Donc l'institut où va Kylie, c'est un institut où en fait on les enseigne à l'intellectuel. Mais à l'intellectuel pour tuer leur sœur ou frère. Car c'est ça le but de ces deux instituts. La loi Sistra, c'est ça. Quand il y a deux enfants, chacun va dans un institut différent. Et une fois que l'aîné a 18 ans, juste après Noël, juste avant le Nouvel An, ou Nouvel An, on prend alors les deux enfants dans les deux instituts, avec les autres qui sont nés cette année-là. C'est tous les enfants dont l'aîné a eu 18 ans pendant l'année, et on les amène dans un autre pays, où ils vont devoir un territoire qui est complètement entouré de barbelés, etc. Ils ne pourront pas partir de ce pays, et ils devront s'affronter jusqu'à la mort. Il ne pourra rester qu'un ou une des deux frères ou des deux sœurs ou du frère et de la sœur. Voilà. Même des fois, l'aîné a 18 ans et tout d'un coup, le plus jeune a genre 12 ans, mais c'est pas grave. Malgré tout, la loi Sistra s'opère. Quand l'aîné a 18 ans, les deux sont lâchés dans la nature et que le meilleur gagne. Le survivant sera alors remis en totale liberté, pourra faire sa vie. Mais avant ça, ils sont donc chacun dans un institut. Coucou Electra. Chacun va dans un institut. Kylie va donc dans l'institut des intellectuels, parce qu'on a développé chez elle lors des tests qu'elle était très très intelligente. C'est-à-dire que là-bas, on vous enseigne à tuer en lisant, en voyant des films, bref, en vous instruant, en étant instruit avec des livres, des vidéos.
on passe son temps à lire, à regarder des films. On n'a pas le droit une seule fois de combattre. On n'a pas le droit non plus de faire le moindre sport, pas même une course. Ils n'ont pas le droit. Ça ne leur est pas autorisé. On leur apprend par des fiches techniques à monter des armes, mais jamais ils ne touchent une vraie arme. C'est uniquement par des textes, des vidéos. Mais par contre, voilà, ils savent aussi tout ce qu'il y a à savoir sur recoudre une personne, sur les poisons, bref, pour soigner, guérir. Mais c'est par contre tout ce qui est physique, tout ce qui est armes, etc., combat, c'est uniquement dans des livres et dans des vidéos. Et à contrario, à l'opposé, eh bien l'autre frère ou l'autre sœur va dans un institut qui est axé sur le physique, où ils passent leur journée à faire des entraînements physiques, à faire des combats, à monter des armes à feu, à tirer à l'arme à feu. Par contre, ils ne savent pas lire, ils n'ont pas le droit de lire, ils n'ont le droit de voir qu'une seule vidéo par an, c'est la même, pour leur montrer l'histoire de leur planète, en tout cas un bout de leur histoire du passé, mais ils n'ont pas le droit de choses intellectuelles. Et donc voilà, chacun est lâché après, dans ce pays qui sert de jeu géant. Voilà, l'intellectuel contre le physique, lequel des deux meurtriers, parce que par contre ils ont chacun des armes, hein, même en étant intellectuel. Vous êtes un pro des poisons, vous savez recoudre, vous savez les zones où tirer et tout. Vous savez monter une arme, mais pas en la touchant, vous le savez, grâce au récit, grâce aux fiches techniques. Mais vous êtes quand même apte, techniquement, à être un meurtrier. Donc voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça me perturbait. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, c'est vrai, avec le côté école, avec le côté dans le s'entretuer et tout. Puis après, petit à petit, c'est venu. Et franchement, j'ai trouvé que c'était super addictif. Vraiment. Et on sent les choses se mettre en place. Et j'ai adoré le personnage de Kylie. Un peu moins Kaya, mais malgré tout, Kylie, voilà. Comment les deux sœurs, comment ça se déroule entre elles au final. Et j'ai aussi apprécié, il y a de la romance entre Kylie et un jeune homme, Neil, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super agréable comme récit. Franchement, j'ai aucun regret. Au contraire, j'aurais vraiment regretté de ne pas le lire et j'ai vraiment hâte que la suite sorte. C'est pour l'année prochaine, hein. Il n'est pas dans le catalogue 2022. Hein. Je crois qu'il vient de sortir. Ou alors il n'est pas encore sorti. J'ai eu dans la Mystery Box, il y a certains livres qui vont sortir dans plusieurs mois, hein, que je vous ferai dans l'autre vidéo d'ailleurs. Mais je crois que celui-là est sorti. Je crois que c'était une des premières sorties du début d'année. Et franchement, si vous aimez les dystopies, moi je ne peux que vous le recommander. Et même si vous n'aimez pas, moi la preuve c'est que c'est pas un genre qui m'intéresse. J'ai jamais lu Hunger Games, ça ne m'intéresse pas. Pourtant j'ai pris énormément de plaisir avec ce livre. Donc vraiment, moi je peux que vous le conseiller. Et enfin la dernière lecture de cette update, il s'agit de Throne of Glass, du Keleana en français. C'est le tome 0.5, The Assassin's Blades, qui est en fait un recueil de nouvelles. Il est en VO. Hein. Il y a plusieurs nouvelles, je crois qu'il y en a 5 si je ne me trompe plus, parce que je l'ai lu au début du challenge. Oui, voilà, il y a 5 nouvelles. Ça se passe dans l'univers de Keleana, ça se passe avant le premier tome en fait. C'est pour vous expliquer les origines de Keleana. C'est pour vous expliquer ce qui s'est passé les semaines avant la capture de Keleana. Pour vous résumer Keleana, le premier tome du moins et un tout petit peu celui-là, en fait Keleana est une jeune femme, une assassin, la meilleure assassin du royaume d'Aldaran. Elle est connue d'un bout à l'autre du royaume et elle s'est fait capturer alors qu'elle avait 17 ans, si je ne me trompe pas. Et le roi, au lieu de l'exécuter pour ses crimes, l'a envoyée dans les mines d'Andovier. Un an plus tard, Shaol, le chef de la garde, vient la chercher. Elle croit que c'est son heure, que ça y est, ils vont la mettre sur le bûcher ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout. Il vient la chercher et il la conduit devant le prince d'Oriel, le fils du roi, car son père organise un championnat avec des mercenaires, des criminels, des espions, des voleurs. Et chaque noble, d'Oriel inclus, a le droit d'avoir son champion. Et le vainqueur de ces joutes sera alors le champion suprême, on va appeler ça comme ça, qui sera en fait, c'est un nom gentil pour dire qu'il sera le larbin du roi pour faire le sale boulot. C'est-à-dire que le roi, s'il veut tuer un adversaire qui l'embête, il demandera à son champion. S'il veut se débarrasser de quelqu'un qu'il n'aime simplement pas, il demandera à son champion. Comme ça, le sale boulot, il ne se salit pas les mains et c'est fait discrètement par quelqu'un que personne... on ne comprendra pas que c'est le roi d'Aldaran qui a demandé à ce que le crime soit fait. Donc Keleana, bien sûr, elle va accepter.
D'autant plus qu'après un certain nombre d'années, je crois qu'elle négocie 4 ans au service du roi si elle gagne. Après 4 ans, le gagnant sera alors lavé, son nom sera lavé de tout ce qu'il a pu faire dans le passé et il sera libéré. Il ne retournera pas en prison si c'est un prisonnier, comme c'est le cas de Keleana. Il pourra faire ce qu'il veut. Et Keleana, ça fait une année qu'elle est en prison, donc ce qu'elle a envie maintenant, c'est plus d'être un assassin. Elle a juste envie d'être libre, de partir du royaume très loin pour être tranquille dans un petit coin. Mais avant ça, la condition, ce serait de gagner le championnat et de faire 4 ans pour le roi. Donc voilà, le premier tome, ça tourne autour du championnat. On découvre aussi des créatures, on découvre un petit peu qu'il y a, même si la magie a été interdite par le roi, il y a quand même une forme de magie. Les premiers tomes tournent autour de ça. Moi, j'ai lu jusqu'au tome 3 en français. Et j'ai donc commencé à lire la saga en VO avec mon amie littéraire Amélie. Et on a décidé, comme on a lu les 3 premiers en français, de commencer avec le 0.5. Par contre, on conseille vivement, quand on commence la saga Keleana, si on l'a fait en VO en l'occurrence, Throne of Glass, comme ça se dit, de ne pas commencer par 0.5 parce qu'on y apprend des choses qu'on apprend gentiment dans le tome 1, dans le tome 2 et peut-être même dans le tome 3. Et du coup, si on lit un 0.5 avant, ça va vous gâcher un petit peu certains effets de surprise qu'on a dans ces lectures des tomes 1, 2 et 3. Donc, c'est un conseil personnel, c'est de lire en tout cas jusqu'au 3 avant de se lancer dans la lecture du 0.5. Parce qu'on y suit, comme je vous ai dit, donc les premières semaines de Keleana, les dernières semaines de Keleana, avant qu'elle soit faite prisonnière. On sait, parce qu'elle commence à nous en parler dès le tome 1, que quelqu'un l'a trahi. Qui, comment, pourquoi, je ne veux pas trop vous en dire, mais on va comprendre qui l'a trahi. Keleana avait aussi une relation amoureuse qui s'est développée quelques semaines avant qu'elle soit capturée. Donc on va comprendre tout ça dans ces petites histoires, dans ces petites nouvelles qui commencent genre 6 mois avant, quelque chose comme ça, qu'elle soit enfermée en prison. Franchement, on a passé un super bon moment avec Amélie. La plume de Sarah J. Maas est encore une fois très fluide, très facile à comprendre. Je pense que c'est d'ailleurs sa saga, parce que je lis les 3 sagas de Sarah J. Maas en VO. Pour certaines, c'est une relecture. Et je pense que c'est clairement la saga la plus simple à comprendre des 3 au niveau de l'écriture. Après, il faut dire que Sarah J. Maas a commencé à écrire Keleana quand elle avait 16 ans. Si je me souviens bien de ce que j'ai lu, Keleana, elle l'a écrit à 16 ans, donc, et c'était une fanfiction à la base, sur des sites de fanfiction. Ça a été publié après qu'Akotar ait eu le succès que ça a commencé à avoir, où la maison d'édition lui a dit, puisque Akotar fonctionne bien, on veut bien prendre aussi Keleana et le publier. Et du coup, elle avait 16 ans quand elle a commencé. Alors je crois que le 0.5, elle l'a écrit plus tard. C'est le tome 1 qu'elle a écrit en premier. Mais je pense aussi que du coup, sa plume était peut-être plus simple, si on peut dire, à l'époque, que par exemple, si on prend Crescent City, que j'ai lu en VO, là, oui, c'est clairement son ouvrage le plus difficile. Et c'est une de ses dernières œuvres qu'elle a écrites. Elle l'a écrit en 2020, il me semble. Elle l'a publié en 2020. Et c'est, oui, clairement d'un niveau plus difficile que ça. Ça reste abordable. Après, il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas bien anglais, il ne faut peut-être pas commencer par du Keleana, il faut commencer par plus simple. Mais si vous vous débrouillez quand même en anglais, ça peut être clairement assez simple et assez facile de commencer avec ça. En tout cas, nous, on a passé un super bon moment et ça nous a fait vraiment du bien de comprendre les origines, les choses dont on nous parlait dans les tomes 1, 2 et 3. Voilà, sans que, du coup, on ait été spoilé. On a eu la surprise dans les tomes 1, 2 et 3. On était intrigué par savoir comment, pourquoi, où. Et du coup, on a ces réponses dans celui-là. Et je peux que vous conseiller cette saga qui est vraiment top aussi. Et pour ce premier tome de 0.5 même de Keleana, dit Throne of Glass, je lui ai mis un joli 18 sur 20 et menu Magie de Noël dans la sous-catégorie la danse de la fée dragée, qui concernait univers onirique, fantasy, fantastique et fée. C'est des failles, il y a des failles, bon pour l'instant il n'y en a pas, mais il y a des failles plus tard dans cette saga. Mais de toute façon, fantasy, c'est du fantasy quoi. Donc on est clairement dans la thématique. Et voilà pour cet update, je pense qu'il aura déjà été pas mal long. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez bien aimés, ce que vous en avez pensé, ou s'ils sont au contraire sur votre wishlist qui vous donne envie. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait,
Ça fait toujours plaisir et ça permet au petit contenu de se faire connaître. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette lecture. Ciao, ciao!